association Manga Dax, est-ce qu'il y en a parmi vous qui nous connaissent? Bon, je ne parle pas des gens cosplayés. Donc nous sommes une association basée sur Dax, comme notre nom l'indique. Et notre but à nous, c'est tout ce qui est promotion de la culture japonaise, principalement aussi via le manga et l'animation. Donc quand le cinéma de Perora nous a proposé de présenter la journée d'aujourd'hui avec Lupin et Akira, évidemment c'était sur notre créneau, donc on les remercie. Aussi de diffuser le film, parce que je crois que le film c'est ici la seule diffusion dans les Landes, d'après Eurozoom. Eurozoom, le distributeur, qui publie systématiquement une carte de France de tous les cinémas qui diffusent leurs films, et donc dans les Landes, il n'y a que Perora, même les villes plus grandes ne l'ont pas fait. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent Lupin, déjà, en tant que personnage? Ça fait quand même une bonne moitié. Donc Lupin, il faut savoir que c'est un personnage qui est extrêmement populaire au Japon. Je ne vais pas vous faire une présentation très longue, on en parlera après le film si jamais vous voulez rester et discuter. Et Lupin, c'est un personnage qui est extrêmement populaire au Japon. C'est un personnage qui a été créé par Monkey Punch, le dessinateur du manga. Et Lupin, son nom japonais Lupin 3, parce qu'en fait c'est le petit-fils d'Arsène Lupin. Arsène Lupin étant le numéro 1, son fils le numéro 2, et lui c'est le numéro 3. Il faut savoir, comme je vous disais, que c'est une série tellement populaire qu'elle a engendré à peu près 7 séries télé au Japon, un film par an de 1989 à 2013, plus 2 autres téléfilms à la télé, et à peu près 10 films au cinéma, plus un film live. Et là, vous allez voir le premier film en image de synthèse. Ce qui est une grosse réussite aussi pour le Japon, puisque autant l'intégration d'effets spéciaux, ça va, vous allez voir avec Akira qui date des années 80, les effets spéciaux étaient déjà bien intégrés, mais l'image de synthèse, les Japonais ont toujours eu beaucoup de mal quand même. Dans le cadre des jeux vidéo, les cinématiques, tout ça, ça passe bien, mais l'intégration dans les films ou dans l'animation, ça n'a jamais été très bien fait. Là, ce film, c'est vraiment une jolie prouesse pour un vrai succès commercial. C'est une licence extrêmement commerciale. On en parlera après, donc si jamais vous voulez après parler du personnage de Lupin, du film, de l'historique de Lupin ou d'autres choses, il n'y a aucun problème. Et est-ce que vous avez peut-être des questions avant, on ne sait jamais, une réaction, non? Attendez le film, alors on va regarder le film de suite. Et pour ceux qui veulent, eh bien, restez après le film et on discute. Il y aura aussi une petite présentation du cosplay, enfin sur le cosplay entre Lupin et ma présentation et le début d'Akira après. Donc pour ceux qui ont pris leur billet pour les 2 séances, vous pouvez rester. Pour les autres, je ne sais pas. Bon film et à tout à l'heure. Salut à tous, ici le Charlie King du futur, car en fait j'enregistre cette vidéo le lendemain de Perorade parce que en réalité je n'ai pas vu le film Lupin 3 le jour de Perorade. Alors du coup je suis allé voir il y a tout juste 5 minutes ce film là, et du coup je vais faire mon avis abrégé de ce film. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film Lupin 3? Eh ben, j'ai trouvé que franchement, si vous êtes un gros fan du manga ou même de l'animé, bon je vais dire manga tout court là, si vous êtes un fan du manga Lupin 3, ben, franchement ce film est fait pour vous, hein. Franchement il n'y a rien qui trahisse un peu, bon après c'est un peu évident que ça trahisse rien du tout sur Lupin 3 là. Bah franchement oui, il n'y a rien qui trahisse, et puis surtout même si vous connaissez franchement très peu le manga, voire même pas, ben, je pense que ce film, vous pouvez le regarder sans problème, hein. C'est un bon film d'animation en divertissement. Même la 3D était beaucoup mieux soignée que Albator et Chevalier du Zodiac. Car je me rappelais que Albator, il avait des paysages super, mais par contre le character design des personnages n'était pas encore au point. Ça c'est mon avis personnel. Et après pour les Chevaliers du Zodiac, même si le film n'était pas terrible en elle-même, je peux avouer que l'animation était vachement mieux soignée que Albator. Après oui, ça dépend aussi des auteurs et tout ça. Oui, franchement il n'y a pas certains qui travaillent en même temps que sur la 3D que certains. Et pour Lupin 3, ben, forcément vu comment était réalisé le manga elle-même, ben, c'est sûr que l'animation en 3D pouvait mieux marcher sur ce film. Voilà, bon bah, du coup voilà, tout ce que je peux dire, bah, c'est un très bon divertissement. Il n'y a pas trop besoin qu'on soit un gros fan hardcore de Lupin 3 pour aimer forcément ce film elle-même.
Voilà, il n'y a pas un moment où vous risquerez de vous ennuyer là-dessus. Même les personnages qui sont, même s'il y en a certains qui ne sont pas assez développés, mais au moins ils sont vachement présents. Et voilà, bon bah du coup je crois que j'ai pas grand chose à dire ou j'ai rien d'autre à dire dans ma tête. Bon bah du coup je vous encourage d'aller voir très vite ce film pour le bien de l'animation japonaise. Voilà. Bon bah du coup bah, je vous ramène dans le passé. Allez, retour à Pérorade. A plus. Est-ce que ça vous a plu? Yeah. Vous avez aimé? Alors je vois pas trop dans la salle s'il y a des... La moyenne, une petite là et tout. Je peux te demander ton âge? Peut-être pas. Comment t'as trouvé le film? C'était bien? Bon. Bon, pour vous parler un peu de Lupin, ce film en particulier, il faut savoir que Lupin, Monkey Punch, le dessinateur du manga, a créé Lupin pour la première fois en 1967, donc dans un contexte historique très différent d'aujourd'hui, et les différentes versions de Lupin, que ce soit en série télé, en film, en OAV et en TV spéciaux, pareil, vous aviez donc à la fois des réalisateurs différents. Le plus connu des films de Lupin reste Le Château de Cagliostro, qui avait eu une sortie cinéma l'année dernière parce que le célèbre Hayao Miyazaki du studio Ghibli a travaillé dessus. Mais il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'autres films, et parfois des films plus ou moins éloignés de la version originale de Monkey Punch. Le manga de Monkey Punch, donc le manga papier, était parfois un peu plus violent, un peu plus dur, avec la réalité historique, avec son vécu à lui, que certaines autres versions de Lupin qui étaient plus tout public. Il faut savoir que, pour les plus anciens, si vous avez connu, Lupin, il a été diffusé une fois à la télévision en France, sur France 3. Je vais vous donner la date exacte. C'était en septembre 1985, et ça correspondait à la deuxième version du dessin animé, c'est-à-dire la version qui avait été faite en 1977, et la plus longue, puisqu'elle faisait 155 épisodes. Mais il y avait déjà eu un dessin animé dans les années 70 de Lupin, qui était plus proche du manga. Et pareil, en ce qui concerne les films, il y a eu quand même, je vous dis, une bonne dizaine de films. Et dans tous les films qui ont été faits, il y avait des films qui étaient plus ou moins tout public, et des films qui étaient plus proches de l'œuvre originale. Il y en a deux qui sont sortis d'ailleurs en France, dans un coffret, chez Dybex en 2005, ça s'appelait Mort ou Vif, et un autre qui s'appelait Adieu Nostradamus. Ce sont des films de 95 et 96, qui eux étaient plus violents, plus durs, et moins réservés, on va dire, à un public familial. Alors nous, c'est vrai qu'en Europe, on est assez habitué, mine de rien maintenant, depuis quelques années, avec les productions Pixar, les productions américaines, à avoir des dessins animés ou des films d'animation en images de synthèse avec une très bonne qualité. Au Japon, c'est pas encore quelque chose de commun, on va dire. Il y a eu plusieurs tentatives. Il y a une dizaine, quinzaine d'années, il y avait eu une version d'Appleseed qui était sortie aussi en France, mais c'était pas aussi fluide et tout. Donc c'est vrai que nous, on est un peu habitué avec Pixar et les différents studios, même français, puisqu'on a eu un Tintin qui était d'une qualité plutôt élevée aussi il y a quelques années. Mais c'est vrai que quand on regarde un film comme Lupin, on ne sait pas trop, on ne connaît pas aussi bien que ça le personnage que les Japonais forcément, avec tout ce qu'ils ont eu, et on a eu que quelques films et que quelques versions par-ci par-là. Ce film, il est vraiment intéressant aujourd'hui parce que comment je peux expliquer ça? Il y a le passé de Lupin en fait, qui est assez peu abordé dans la série. Il y a eu des téléfilms sur chacun des personnages qui l'accompagnent. Il y a eu un film spécial sur Jigen, celui qui a le chapeau et qui tire partout. Il y a eu un téléfilm spécial sur Goemon, le samouraï. Il y a eu un film spécial sur Fujiko, la fille qui les accompagne aussi. Mais sur le passé de Lupin, sur sa famille, en fait, sur les précédentes générations, il n'y en a pas eu tant que ça. Et c'est la première fois que donc le passé de Lupin est à la fois lié à l'héroïne principale, qui en plus, donc, vous l'avez vu, la France est très présente dans ce film. Tout le début du film, les modélisations, tout se passe à Paris. Vous savez qu'en général, quand on regarde des animés ou quand on lit des mangas, tout se passe au Japon, parce que les Japonais font des histoires pour eux, et voilà. Mais c'est vrai qu'on est assez content, nous, quand on arrive à avoir un film japonais qui se passe un petit peu en France, ou d'avoir quelques plans qui se passent en France aussi. Il y a toujours ce côté, ce replacement historique avec le nazisme. Voilà, c'est toujours un peu tabou parfois en Europe. Il y a assez peu de films
assez peu de séries, mais c'est vrai que les Japonais n'ont pas eu le même rapport avec la Seconde Guerre mondiale que la France. Parce qu'eux étaient alliés déjà des nazis à l'époque. Donc c'est vrai que ça leur pose pas de problème particulier d'en parler. C'est un fait historique, c'est moins grave, on va dire, que ce qu'on a pu avoir nous en Europe, en France en particulier. Mais le fait de voir Hitler dans un dessin animé japonais, c'est vrai que c'est un peu particulier aussi. Pour en revenir à ce film-là, comme je le disais, il y a eu plusieurs versions de cinéma, de Lupin. Je ne vais pas parler des OAV des séries télé, mais il y a eu 2 versions live. Le fait que ce film soit le premier en images de synthèse sur Lupin, il y a eu plein de choses sur Lupin en images de synthèse, il y a eu des petites bandes annonces, il y a eu des publicités, il y a eu des petites choses comme ça, mais c'était très ponctuel. Là, pour un film comme ça, vous avez vu, le film s'appelle The First, le numéro 1. Donc on peut espérer que par la suite, il y en ait d'autres de cette qualité-là. Évidemment, vous avez vu aussi que l'animation générale, pas uniquement japonaise, a quand même pris un tournant très image de synthèse. La plupart de l'animation maintenant se fait en image de synthèse. Le Japon reste quand même traditionnellement habitué à de l'animation plus dessin, moins informatique, même si l'informatique a pris une part assez énorme dans la conception d'un film. Mais je pense qu'avec le succès international du film, le film a beaucoup marché au Japon. Il faut savoir qu'on est quoi aujourd'hui, le 17, c'est ça? Voilà, le film a été diffusé pour la première fois le 18 l'année dernière au Japon lors d'un festival et il est sorti en décembre l'année dernière. Donc il a un peu moins d'1 an pour les Japonais. Il est déjà sorti depuis quelques temps en DVD et en Blu-ray là-bas. Mais c'est vrai qu'on a, bon, avec la crise du Covid, c'est assez compliqué d'avoir aussi des nouveautés. Donc moi je suis assez content qu'on ait eu un film sur un personnage aussi populaire. Est-ce que vous avez considéré que le film était vraiment tout public? Ça vous aviez des choses qui vous ont déplu, qui vous ont un peu dérangé ou... Non, dans l'ensemble ça a été? Bon. Vous recommanderiez ce genre de film-là pour la famille ou pour tous les âges? Il n'y a pas de cible en particulier. Bon, c'est déjà un bon point. On fera passer le mot à Eurozoom, alors disant que ça a touché tout le monde dans une salle, c'est plutôt intéressant. Puisqu'aussi, pareil, ce genre de film, enfin, on y retrouve plein de, je ne vais pas dire de stéréotypes, mais de points qu'on peut retrouver chez d'autres personnages. Par exemple, le personnage de Lupin, aujourd'hui, on peut y retrouver des similitudes avec des personnages de séries comme Nicky Larson, par exemple, si vous connaissez, le côté un peu pervers, détective, mais aussi un peu hors la loi. Tous les autres personnages ont aussi des équivalents. Alors, c'est pas eux qui ont des équivalents avec les personnages qu'on connaît d'avant, c'est plutôt les personnages des années 90-2000 qui, eux, font référence à Lupin des années 60 et 70. Mais c'est une boucle qui continue. Ce film-là va certainement influer sur des nouvelles créations qui, dans les prochains Lupins, seront aussi... Vous voyez, c'est une boucle sans fin, c'est plutôt intéressant de voir ça. Est-ce que vous avez des réactions justement sur ce film, des questions peut-être, ou des... Vous avez quelque chose à dire, simplement? Non, pas du tout. Soyez pas timide, hein? C'est vrai, voilà, faut pas être timide, faut pas hésiter à... Donc juste pour vous parler encore un petit peu de Lupin, avant que la partie cosplay arrive, si vous êtes intéressé pour voir d'autres choses, comme je vous le disais, le film Le Château de Cagliostro est sorti au cinéma l'année dernière, je crois, hein. Il y a eu une diffusion au cinéma qui avait été faite. Le film était déjà sorti plusieurs fois. Il était sorti 2 fois, donc une version complètement modifiée où Lupin ne s'appelait pas Lupin, il s'appelait Vidocq, vous allez savoir pourquoi. Pareil pour la série télé qui avait été diffusée sur FR3 en 85, Lupin ne s'appelait pas Lupin mais il s'appelait Edgar. Et la série s'appelait Edgar le détective cambrioleur, donc on était vraiment de côté, le côté cambrioleur. C'était la deuxième partie, il était plutôt détective. D'ailleurs, si vous voyez bien, généralement, la plupart des épisodes et des films sont toujours constitués sur la même base. Un vol qui donne une histoire après, où à la fin on s'aperçoit qu'il n'est pas si méchant que ça, c'est pas un voleur caractéristique, c'est pas le but final, il y a toujours une mission derrière, à la fin il est toujours le gentil avec l'effet comique permanent. On retrouve un petit peu ce genre de relation aussi avec Sherlock Holmes et l'inspecteur Lestrade,
pour la série télé de Miyazaki aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont toujours en rapport avec Miyazaki sur la constitution des histoires. Et dans le cas du château de Caligotro, donc c'est le plus connu, mais vous avez, comme je vous disais, il y a eu 10 films d'animation. Plusieurs sont sortis en France. Il y a eu plusieurs films qui sont sortis chez IDP en 2005 et un coffret donc en 2007 chez Dybex. Il y a même eu un film qui était passé à la fois au cinéma au Japon et à la télé, un peu particulier puisque c'était un crossover donc, entre Lupin et Conan. Vous connaissez Conan, le petit détective. Donc c'était assez intéressant aussi dans la mesure où ce sont des films qui n'ont pas du tout le même type de design. Donc arriver à faire des crossovers sur des séries différentes, si éloignées que ça sur la thématique, puisque ça reste du détective et puis un qui lutte, enfin un détective lutte contre un voleur, ça pouvait forcément marcher, surtout avec le succès de deux films et de licences comme ça. Mais voilà, j'espère qu'il y aura un Lupin 3 The Second et d'autres. Hormis l'animation, il y a eu 2 adaptations live en fait. D'ailleurs, la toute première adaptation au cinéma de Lupin a été une adaptation live qui n'était pas vraiment intéressante et plutôt comique. Et un film live qui est sorti en 2014. Donc je pense qu'avec l'image de synthèse, ils ont tourné la page définitivement sur la partie live et resté maintenant sur l'animation et la version image de synthèse. Peut-être même qu'on aura droit à une série télé en image de synthèse si le public en international répond bien, puisque la plupart des séries récentes de Lupin sont aussi sorties simultanément aux États-Unis et en Italie, où le personnage de Lupin est très 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 connu et très apprécié. Bon. Je vois mes camarades cosplayers qui commencent à arriver. Ça. Non. Non, c'était tranquille. D'accord. C'est bon. Juste pour vous dire, voilà, donc, dans quelques instants, je vais vous laisser avec Marion des gars à cosplay et des Mandelax pour vous faire une présentation sur le côté, évidemment rester pour y assister. Et juste pour vous dire, voilà, si jamais le personnage de Lupin, vous appréciez ce personnage-là, et que le cosplay vous plaît aussi, si vous cherchez sur Google, vous allez trouver beaucoup de cosplayers italiens et des groupes de cosplayers italiens sur les personnages de Lupin, sur Goemon, sur Jigen, sur Fujiko, sur l'inspecteur. C'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement et ça marche vraiment bien. Attention, j'installe le trépied. Le détail avec le véhicule, la voiture, on a vu au début. Ça fait quand même presque 60 ans que Lupin a les mêmes camarades, les mêmes vêtements, la même voiture. Donc c'est vraiment quelque chose de très ancré dans l'esprit des Japonais. Et, c'est aussi un héros français, donc c'est plutôt sympa d'avoir un personnage français qui fonctionne au Japon. Pour beaucoup de Japonais, d'ailleurs, les Français et la France, c'est basé sur les histoires de Lupin. Ou de Lady Oscar, mais ça n'a rien à voir. Voilà. Bon, rebonsoir. Alors, est-ce que ça vous a plu, Akira? Un peu plus difficile que Lupin, peut-être? Sauf pour ceux qui n'ont pas vu Lupin. Est-ce que vous avez trouvé, avec l'actualité d'aujourd'hui, un certain nombre de parallèles pour un film de 88? Ça fait quand même 32 ans. Bon alors, on est d'accord, c'est clairement pas un film destiné aux enfants, vu la violence de certaines images, un grand nombre de violences quand même, de certaines images. Mais pour un film qui date de 1988, et il y a plein de films des années 80 et des années 90, on peut trouver des parallèles avec l'actualité, que ce soit les manifestations, que ce soit la corruption, que ce soit le pouvoir militaire, que ce soit le certain malaise de la société. Bon, il y a aussi les inquiétudes des Japonais qui sont sur tout ce qui est militaire, nucléaire. Akira, c'est aussi ça, c'est aussi dénoncer la bombe atomique. Le résultat d'Akira au tout début, la première image du film, c'était une conséquence d'une explosion de grosse ampleur, donc pour faire référence encore à ce qui s'est fait pendant la guerre avec la bombe atomique. Qui ne l'avait pas vu déjà? Qui ne l'avait pas vu parmi vous? Ah oui, au fond. Vous connaissiez Akira? Vous l'aviez déjà vu?
Ça fait peut-être 30 ans qu'on l'avait pas revu, c'est vrai que revoir des films comme ça donne toujours aussi une autre image. Vous vous attendiez à un film comme ça ou pas? Pour ceux qui ne l'ont pas vu, est-ce que vous vous attendiez à un film comme ça? Non. On y retrouve quand même beaucoup de choses, on y retrouve le côté apocalypse, on a l'impression d'être un peu entre deux Mad Max en fait, pour faire un parallèle comme ça. Il y a une apocalypse qui suit une autre apocalypse, et le film parle de cet entre-deux en fait. Et pour rappel quand même, c'est censé se passer en 1999, non 2009 2019. Ah ouais, 2019. Voilà en 88, comment les Japonais voyaient 2019. À part les Jeux Olympiques prévus pour 2019 justement, 2020 aussi. C'était assez prophétique, on va dire. Ah, ils ont tout prévu, hein. Ouais, c'était un peu. Il y a beaucoup de choses qui ont été anticipées, qui marchent presque. Il y a des moments, ça fait presque un peu peur. Ouais, les Japonais sont devins. De voir des choses comme ça qui se passent. Pour vous parler très brièvement d'Akira, comme je le disais, Akira, le film, a été produit en plein milieu de la publication du manga par l'auteur original. Donc l'auteur a fait une espèce de break pendant la publication du manga, ce qui fait que le film suit plus ou moins la trame du manga jusqu'à un certain point, sachant que lui après a continué le manga papier. Il faut savoir quand même que Akira, pour vous donner aussi une idée, là le film dure 2 heures, ce qui était déjà en 88 un format très long. Akira, ça a été publié, donc, comme je vous ai dit, entre 1982 et 90, et ça représentait 120 chapitres et 2200 planches de bande dessinée, ce qui permet quand même de prendre un peu plus de temps que dans un film. Il y a des passages parfois qui vont un peu vite. Si jamais ça vous a intéressé ou moins interpellé, je vous invite à lire la version papier, qui est quand même plus complète, qui prend plus le temps, qui développe une fin différente, forcément, fait après. Et aussi pour voir une autre version d'une même histoire. Mais au final, donc il y a d'autres projets qui sont aussi autour d'Akira. Il y avait eu pendant longtemps un projet de film live qui n'a jamais pu être fait par des studios américains. Donc c'est vrai que quand on voit certaines adaptations d'œuvres japonaises, on peut avoir peur. De toute façon, tous les projets ont été plus ou moins avortés. Il y a eu un projet de suite en long métrage qui a aussi été abandonné. Et Katsuhiro Otomo, donc l'auteur du film et du manga, a été invité et président d'Angoulême, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et durant sa conférence de presse, ça doit remonter à 2-3 ans, il a annoncé quand même qu'un projet de série télé animée autour d'Akira serait dans les tuyaux. Donc, ça fait déjà 2 ou 3 ans, donc on n'a pas de nouvelles. On ne sait pas où ça en est, mais ça permettrait d'apporter peut-être une nouvelle version plus longue, avec des événements plus posés. On voit tout l'aspect terroriste, tout l'aspect manipulation génétique, la politique, médicale, enfin, tout est abordé dans ce sujet-là. C'est pour ça que les plus jeunes risquent de ne pas comprendre tout le truc. Et c'est vrai que j'avoue que pour la petite fille qui était là tout à l'heure, c'était peut-être un petit peu violent. Il y a beaucoup de sang quand même dans ce film. Donc, est-ce que vous, il y a des choses qui vous ont interpellé en particulier, qui vous ont dérangé peut-être, ou que vous n'avez peut-être pas compris le pourquoi du comment on en est arrivé à telle situation, ou est-ce qu'il y a des choses qui vous ont... Oui. Non, c'est Akira en fait. En fait, le but du film, le thème principal du film, c'est l'abus de pouvoir, l'abus de contrôle sur ce pouvoir-là. Quelqu'un qui aurait trop de pouvoir trop vite. Donc là, on est sur quand même une base science-fiction. Donc quelqu'un avec des pouvoirs, ça se passe un peu dans le futur. C'est pas que ça se passe dans le futur. Pour nous maintenant, ça se passe un peu dans le passé. C'était il y a l'année dernière, techniquement. Ouais. Mais le fait est que Tetsuo, il y a aussi la peur de l'inconnu. On le voit en ce moment avec l'actualité autour du virus. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas s'il faut faire ci, s'il faut faire ça. Là, c'était le cas. Techniquement, ils expliquent un peu que
il y a l'évolution de l'homme, enfin, par des bactéries, de plantes, de poissons, reptiles, singes, pour arriver à l'homme. Peut-être que dans le film, l'évolution justement est arrivée jusqu'à Akira. On voit les trois enfants au tout début développer quelques pouvoirs de télékinésie, de mouvement et tout. Ils ne savent pas le contrôler. Akira, lui, il était déjà... Enfin, vous avez vu la représentation au début du médecin, ça fait carrément une espèce de dôme. Alors que Tetsuo, ce sont quelques petites vagues. Akira, il était carrément au-dessus, quoi. C'était lui une bombe atomique. Et c'est lui qui a provoqué ce truc-là. Et donc le colonel l'explique en disant que justement, il ne savait pas contrôler. Et les scientifiques de l'époque ne savaient pas non plus gérer. Personne ne savait gérer. La raison, ce qui en a donné cette explosion énorme et la destruction de Tokyo. Tokyo, je le rappelle, ça fait quand même 22 fois la taille de Paris. Donc on voit le cratère géant au milieu. Imagine, ça représente bien une explosion atomique. Mais voilà, tout le discours des enfants qui est un peu énigmatique par moment, ça explique quand même que peut-être on arrive à une évolution humaine, où certains développent des pouvoirs, comme Tetsuo développe un pouvoir énorme, très rapidement, trop rapidement, impossible à contrôler. Et on voit à la fin ce que ça donne. Ils ne contrôlent plus rien, ils regrettent. Et ils sont obligés de déclencher Akira. Et au final, Akira, c'est juste une bombe, à nouveau, pour faire un nouveau reset. C'est un peu ça, en fait. C'est pas forcément quelque chose de très joyeux, on est d'accord. Hein. C'est pas un truc... mais pour moi, je vois plus ça comme un reproche au toujours plus de pouvoir. On le voit aussi avec toute la partie des hommes politiques. Là. Et chacun tire la couverture à sa sauce. Celui qui essaye de négocier avec les terroristes à la fin... Enfin, voilà, il s'en va avec sa valise pleine d'argent, il avait du pouvoir, il en a plus, il panique, ils savent pas. À aucun moment, personne ne sait comment gérer les choses. Pour rien. Ni pour Tetsuo, Kaneda, il sait pas quoi faire avec son ami. Les militaires, ils savent pas quoi faire. La preuve, il y a un espèce de coup d'État qui se fait quand même. Le militaire prend le pas sur le politique. Il fait zigouiller ou il fait arrêter tous les ministres. Et chaque ministre essayait d'être au-dessus du militaire. Il y a toujours cette histoire de conflit d'intérêts aussi. Pour chaque classe, plus le peuple qui visiblement n'est pas forcément heureux, qui se retrouve confronté à une relative misère, avec une violence quotidienne dans les rues. Lui, ça fait des parallèles intéressants avec l'actualité, quand vous voyez ce qui se passe dans certains pays, ou même dans certains quartiers, en France, ou dans des villes. Vous avez une misère, une misère sociale. Quoi. Là, on le voit, les jeunes, ce ne sont pas des jeunes qui ont une très belle vie. Tetsuo, Kaneda, ils ont été abandonnés. Ils sont en orphelinat. Au tout début, on voit la scène où le père amène Tetsuo aussi. Vous savez, dans le rêve, quand il est à l'hôpital. En fait, il est abandonné, quoi. Son père vient le laisser à l'orphelinat. C'est quand même assez dur aussi. Donc la misère engendre la violence et ainsi de suite. Tout le cheminement se fait comme ça. Ouais. Et je pense que c'est... Enfin, je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais là, on a quelqu'un qui passe de moins que rien à tous les pouvoirs. Le mec qui arrive à s'envoler pour aller détruire un satellite dans l'espace, il réalise même pas qu'il est dans l'espace. Quoi. Il saute, il détruit. Il ne faut pas s'opposer à lui. Ce que font les autres. Les militaires, les politiciens, il ne faut pas s'opposer. Ceux qui s'opposent, ils sont dans la rue. Vous avez vu la violence policière aussi, c'est pas si éloigné de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes il y a quelques temps. Ouais. Celui qui sort de la fumée en poussant, le militaire le regarde pas, il lui tire dessus à bout portant, il n'y avait pas de menace. Bon, on a vu plein de trucs comme ça dans l'information. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a que quelques mois. Hein. En 88, cette vision déjà. Ouais. Donc ils ne se sont pas trop trompés les Japonais pour le coup. Hein. Ah, ils sont médiums, hein, ils ont des pouvoirs. Hein. Ah, ils ont peut-être des pouvoirs aussi, allez savoir. Vous aviez compris ce genre de choses-là en voyant le film? Ouais. Ce côté actualité et ce côté aussi rapport... Enfin, les Japonais, de par leur histoire, ont déjà plusieurs préoccupations. Ils ont des préoccupations écologiques. Parce que, évidemment, l'atomique a fait pas mal de dégâts. Ils sont concernés aussi par le côté isolement. Je rappelle que le Japon, c'est un archipel. Ils n'ont pas de frontières avec aucun autre pays. Cet isolement là de Neo-Tokyo, le fait d'avoir la vieille ville
abandonnés au clan, à la violence. Et d'un autre côté, la ville où tout se passe plus ou moins bien. Vous voyez au début la baston avec les motos. Quand les motos passent, et fracassent juste une voiture de luxe, a priori. C'est aussi le côté un peu lutte des classes, on va dire. Ouais. Et, bon, il y a ces préoccupations-là, plus les préoccupations d'armement, toute la violence, toutes les armes qui sont inventées dedans. Je rappelle que comme les Japonais ont perdu la guerre, c'est un pays qui est démilitarisé. Ils n'ont pas le droit d'avoir une armée. Donc, toutes ces préoccupations-là et la bombe atomique, donc ça c'est la première image du film et la dernière image du film presque. Ça, ce sont les préoccupations depuis cinquantaine, soixantaine d'années de la plupart des Japonais. Et Akira était forcément, Kazuhiro Otomo devait avoir dans les 25 ans quand il a commencé à dessiner Akira. C'était dans le début 80, je vous ai dit. Il est né dans les années 60. Donc c'est quelque chose que ses parents ont vécu. C'est une peur que les Japonais gardent avec eux, même dans les générations actuelles. Ne serait-ce qu'avec les tremblements de terre, ne serait-ce qu'avec les conflits, les guerres. Là, en ce moment, on peut y trouver quelques parallèles, que ce soit au niveau de vie politique. Alors il y a beaucoup de choses quand même qu'ils ont montré que les Japonais ne font pas, je tiens à le préciser. Les Japonais ne sont pas forcément des gens qui manifestent beaucoup. Déjà, les Japonais n'ont pas de problème de violence dans leur vie de tous les jours. Il y a très peu d'écoles comme ça. Enfin, fictif, c'est vraiment pour montrer un futur pas joyeux. Mais c'est quand même l'un des pays à l'heure actuelle le plus sûr du monde en termes de qualité. Vous pouvez vous promener au Japon, vous avez peu de chances de vous faire agresser ou peu de chances de vous faire attaquer. Donc c'est vraiment une représentation d'une inquiétude ou pour dénoncer quelque chose. Ça ne représente pas ce qu'aurait pu être la vie réelle, ou c'est vraiment quelque chose de pire. C'est vraiment une façon de dénoncer. Si vous avez des choses encore à dire sur ce film, qu'est-ce qui vous a dérangé par exemple dans ce film? Vous avez dit non, vous n'attendiez pas à ce film-là. Qu'est-ce que vous attendiez éventuellement? À quoi vous vous attendiez? Pas de la science-fiction ou pas Ouais. C'est quoi le côté futuriste violent, ou c'était qu'est-ce que vous imaginiez pour Akira en fait? Ouais, ça pas trop. Pardon? La dame là-haut, tout à l'heure quand j'ai demandé. C'est une jeune fille, elle a 13 ans. D'accord, mais je ne vois pas avec le masque, c'est pour ça. Ah bon, moi aussi. Donc, à quoi vous vous attendiez en fait pour Akira? D'accord. Vous y alliez sans a priori, sans idée? J'ai une bande-annonce sur le site du cinéma. Ouais. Et puis on avait dit oui, je pense qu'elle avait pas cette notion de manga Ouais. un peu visionnaire. Ouais. Un peu, voilà. Alors c'était toujours la même bande-annonce dans les années 80, donc elle n'a pas été refaite depuis. Ça fait plus film d'action quelque part dans la bande-annonce, on a plus cette... Ouais, c'est vrai qu'on a moins montré la violence sur... En plus avec tous les films de super-héros, les pouvoirs et tout ça, c'est vrai que c'est un peu commun, mais bon, le film est beaucoup moins joyeux, comme je disais, c'est pas... Oui. Le film et le manga ne sont clairement pas une vision positive et optimiste de ce qu'aurait pu être le futur. Ouais. Est-ce qu'ils se sont trompés? Oui, quand même, on n'en est pas là, heureusement. Il n'y a pas de Neo Tokyo, il n'y a pas de... Ouais. Et bon, les Américains ont aussi des vues comme ça. Bon, je ne suis pas un spécialiste des films et des séries d'anticipation, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites parfois avec des versions très négatives et très alarmistes et alarmantes de ce qui pourrait arriver. Donc c'est vrai que Akira, je le redis, en 88, avoir cette vision-là de 2019, ils ne sont pas forcément trompés sur tout. Et ça reste le Japon, je vous dis, c'est vraiment quelque chose de différent. En tout cas, voilà, je vous invite vraiment, si jamais vous voulez creuser un petit peu et voir un peu plus, prendre plus de temps, d'avoir plus d'explications sur... l'idée. Non, ce qui est intéressant, c'est déjà simple. On voit que c'est toujours l'amitié qui
icône d'espoir. Oui, oui, bien sûr. Il y a quelque chose surtout dans le lien d'espoir avec la jeunesse qui reprend. C'est la jeunesse qui revient. Ah bah, ils sont pas ni militaires, ni politiques, ni rien. Hein. Ils sont oui. Il s'appuie sur la jeunesse. C'est pas quelque chose d'intéressant. De l'espoir, mais les vieux disparaissent, les jeunes reprennent le pouvoir. Ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, il y a, en visuel, il y a quand même un cas intéressant. Ce sont les enfants qui sont vieux physiquement à cause de tout ce qu'on leur a fait, à cause des décisions des scientifiques, à cause des décisions des militaires, qui ont cette apparence de vieux, mais ce sont des enfants. Ouais. Ouais, c'est ça. On sait pas trop comment les... Ouais. Et ce sont eux qui sauvent la situation. Là. Mais au début, si on les regarde bien, ils sont quand même vachement soumis. Ils obéissent au colonel, ils baissent la tête quand il se fait capturer, enfin bien on rentre, on n'est pas là pour... finalement, c'est eux qui ont la solution. Ouais. Oui, ah bah oui, la fin du film résout quand même une partie du problème. Mais bon. Ouais. Solidaire, ouais. 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 Bah, les relations humaines, en fait c'est eux qui représentent vraiment les relations humaines. Les autres, ils n'ont pas de, enfin, on ne les voit pas dans des relations, c'est uniquement des relations d'intérêt personnel. Sauf voilà, de pouvoir, d'influence. Il n'y a pas de relation autre, alors que eux se protègent mutuellement, sont solidaires même quand il faut aller se battre contre les gangs opposés, et pourtant, vous voyez, ils n'ont pas la vie facile, on va dire, abandonnés dans une école qui se fout un petit peu des étudiants, enfin, beaucoup de... Ils sont dans un univers très négatif, ils restent positifs dans un univers très négatif. Hein. Voilà. Mais le film reste positif, oui. Enfin, la fin restait ouverte. C'est pour ça que le manga continuait pendant 2 ans après. Donc c'est pour ça que je vous invite à essayer de lire le manga pour voir où l'auteur voulait réellement aller après la fin de cette vision-là en animé. C'est bon? C'est bon? Oui, pour moi c'est bon, normalement ils sont censés être en place. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais laisser la place maintenant à Marion du groupe Grenata Cosplay et vous faire une présentation sur... Alors, ça n'a rien à voir avec Lupin, mais on n'est pas aussi proche de Lupin en France pour faire des cosplays de Lupin. Mais bon, pour vous expliquer le cosplay, vous faire une petite présentation des quelques cosplayers qui sont venus pour cette animation. Et pour ceux qui restent après, pour le film d'Akira, je vous ferai pareil une petite présentation du film avant le démarrage d'Akira 4K qui est à 18h. Voilà, 18h tourne. Donc là, il y en a pour une petite heure. C'est tout bon. Voilà, je passe le micro à Marion et je vous remercie, je vous dis à tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Marion, comme l'a dit Jérôme, et je fais partie donc, des Grenata Cosplay. Donc, on gère tout ce qui est la partie animation autour du cosplay. Donc, on essaye de faire découvrir notre passion à un plus grand nombre. Donc, le cosplay, alors pour ceux qui ne connaissent pas, le cosplay, ça signifie costume et playing. Donc, costume pour la tenue et playing pour la partie jouée, donc comme le verbe anglais. Donc, on peut traduire ça par l'art de jouer un costume. C'est incarner un personnage, que ce soit fictif ou réel, donc issu de n'importe quel univers. Ça peut être du film, de la série télé, un manga, un jeu vidéo, le personnage que vous voulez. Il y en a même qui font des chanteurs de clips. Voilà. Donc le cosplay trouve ses origines en 1939, donc c'est pas tout jeune non plus. Ça vient des États-Unis. Donc là-bas, il y a excusez-moi. Alors c'est Monsieur Forrest J. Ackerman qui, lors de la Worldcon, donc une toute première convention sur la science-fiction, s'est présenté en tenue de l'homme du futur. Et là-bas, il a rencontré un très franc succès. Et du coup, il y en a beaucoup qui ont voulu l'imiter.
Et dans les années 80, avec la série Star Trek et le film Star Wars, gros succès au niveau des costumes. Et donc là, on va apparaître un concours qui s'appelle la Masquerade. Et lors de ce concours, il y a un journaliste japonais qui se balade dans les allées, il tombe fan de cette activité et il décide d'appeler ça le cosplay, donc costume playing. Il rapporte l'idée est rapportée au Japon et là-bas en fait ça connaît un très fort développement, donc les gens vont beaucoup chercher à se costumer notamment en personnages de manga et essayer d'être le plus proche possible du personnage en question. Donc là-bas, ils sont très portés sur le maquillage et les perruques et sur le costume du personnage. Et donc ensuite, dans les années 80-90, c'est plutôt en Europe que va arriver le cosplay, donc en même temps que les plus gros mangas. Et à partir de là, en fait, ça touche ensuite tout le monde entier et chaque pays a ses propres particularités. Donc il faut savoir qu'en France, on est très porté sur tout ce qui est artistique. Donc ça va être sur la prestation notamment, les effets visuels et voilà. Donc après c'est les États-Unis, ça va être plus sur le costume en lui-même, contrario. Donc voilà. Ensuite donc pour la création d'un cosplay. Alors le cosplay en question ça se fait en plusieurs étapes. La première étape c'est la recherche. Donc on va rechercher tout ce qui est image de référence. Donc de savoir à quoi ressemble le plus possible notre personnage. On va faire des captures d'écran, rechercher dans les livres, chercher les coloris exacts du costume. Ensuite, ça va être les renseignements sur le coût des matériaux, parce que ça peut vite chiffrer, notamment quand il vous faut des métrages et des métrages de tissu. Et toutes les techniques, beaucoup de tutos sur Internet. Donc on va se renseigner sur les techniques de fabrication, demander aux autres cosplayers qui ont fait le même personnage comment et quels matériaux ils ont utilisés pour le rendu. Et voilà, donc c'est beaucoup d'inspiration et de recherche. Il faut savoir qu'on peut s'inspirer d'un personnage, s'inspirer du travail d'un cosplayer, mais il vaut mieux éviter de copier parce que là c'est du plagiat. Ensuite, donc la partie après pour la création d'un costume, donc il y a toute la partie fabrication. Donc là, on va être sur du patronage, beaucoup de couture, comme pour la couture traditionnelle. Donc ça va être patronage, vous allez tailler vous-même votre costume et puis ensuite vous allez vous en reprendre maintes et maintes fois parce que ça n'aura pas marché la première fois. Donc il faut savoir que le cosplayer doit être patient parce que les erreurs, ça nous arrive constamment. Donc on s'y reprend souvent à 1, 2, 3 fois, voire 10 fois pour la même pièce. Donc il faut beaucoup de patience. En dehors de la partie couture, donc tout ce qui est couture, vous allez aussi avoir la peinture. Donc parfois, vous avez le bon tissu, mais pas de la bonne couleur. Donc pareil, vous allez travailler sur les teintures, les effets visuels, donc les broderies, et tout. Donc c'est vraiment de transformer une matière première pour le rendre le plus identifiable possible à la tenue finale que vous souhaitez avoir. Donc après ça, en dehors, il y a tout ce qui est le craft. Donc le craft, on a la partie, ça va être accessoires et armures. Donc là, on utilise un peu tout et n'importe quoi. C'est beaucoup de bricolage, donc ça va être de la mousse. Par exemple, vous avez des costumes entièrement faits en tapis de sol, comme pour le yoga. Donc vous partez d'un tapis Décathlon, vous avez une armure. Donc il y a beaucoup de travail entre deux. Donc ensuite, on utilise des thermoplastiques, on peut faire de l'électricité, des effets de fumée, des effets visuels, des effets mécaniques. J'ai moi-même fait une paire d'ailes, par exemple, qui se déployait à ma guise. Donc, voilà. Donc à base de... Alors il faut savoir que par contre, tout ce qui est armure et accessoires doit toujours être souple, de sorte à ne pas causer de blessures aux autres cosplayers ou aux personnes autour de nous. Donc c'est très surveillé. Donc là, ça peut être une partie qui s'avère dangereuse. Donc on évite d'utiliser du bois, du métal, parce que tous les éléments de vos costumes, avant de rentrer en convention, seront analysés par les agents de sécurité. Et vous pouvez très vite vous retrouver à la porte si votre costume est considéré comme dangereux. Donc ça, c'est valable dans tous les lieux publics. Et en dehors de ça, donc, une fois que vous avez fait la couture ou le craft, il y a le moment de ressembler à votre personnage. Là, vous allez utiliser beaucoup de perruques, maquillage, lentilles. Donc je conseille à tous ceux qui voudraient se lancer dans le cosplay d'éviter les lentilles à tout prix sans conseil de leur ophtalmo. Ça peut très vite causer des problèmes.
Voilà, mais après, du maquillage, donc que ce soit pour les filles ou pour les garçons, on se retrouve à prendre des tutos maquillage sur YouTube, donc ça peut être très intéressant, très original. Donc face à ça, donc une fois que vous avez votre costume qui est fabriqué, il faut apprendre à incarner son personnage. Donc on ne va pas incarner un personnage de la même manière si on joue une princesse que si on joue un soldat ou quoi que ce soit. Donc c'est beaucoup de travail d'acteur aussi. Donc pour présenter votre personnage, que ce soit en public, sur les photos, donc notamment sur les photos, ce qui est difficile, c'est qu'il faut incarner le personnage sur une pose, donc qu'on reconnaisse le personnage pour que ça ait un meilleur rendu. Ensuite, ça peut être sur les vidéos, donc pareil, les vidéos cosplay, vous allez bouger en fonction du caractère de votre personnage. Donc là, c'est tout un jeu d'acteurs et ça peut être aussi très intéressant pour les personnes qui sont un peu timides d'incarner quelqu'un d'autre, car ils jouent un personnage et plus vraiment eux-mêmes. Donc voilà. Donc après, pourquoi on porte un costume? On porte un costume en convention. Souvent, c'est en fait des rassemblements de fans de manga, jeux vidéo et tout ça, donc on peut porter les costumes. Et on parcourt les allées, ou au choix, on peut participer à des concours. Donc il faut savoir que pour un concours cosplay, on passe devant un jury. Le jury va noter à la fois notre costume, donc regarder en détail tous si on a bien respecté à la fois les images de référence, l'aspect en lui-même des tissus, la façon dont on l'a travaillé. Et ensuite, la deuxième note qui va compter aussi pour 50% du résultat final, ça va être votre façon de jouer sur scène. Donc vous avez un véritable jeu d'acteur à mettre en scène. Et ça, c'est une particularité, notamment qu'on trouve en France et en Asie. Parce qu'aux États-Unis, c'est juste un défilé. Donc voilà, donc vous évitez la partie, tout ce qui est roleplay, vous défilez juste sur scène, donc c'est un peu plus simple. Donc vous pouvez, quand vous faites un concours, il faut vraiment soigner au maximum les détails. Alors il faut savoir que vous allez avoir les concours en local, par exemple vous avez une convention dans votre ville et qui a lieu un concours, donc vous serez élu le plus beau costume de la convention. Ou après vous pouvez avoir un prix couture ou armure en fonction de la particularité. Par contre, si vous tombez ensuite sur des concours régionaux, internationaux ou européens et tous les gros concours, là ça va être beaucoup plus strict au niveau des directives. Et il va falloir fournir toutes les images de référence ainsi que toutes les étapes de votre travail. Il va falloir justifier de comment vous avez fait les choses, prouver que vous avez bien fait les choses en tant que personne. Et tout le jury est extrêmement attentif aux moindres détails. Voilà, ça peut être très intéressant pour ceux qui veulent vraiment pousser à un point assidu le cosplay. Donc ensuite, ce que j'aimerais vous dire, c'est que quand un personnage nous plaît, mais qu'on n'a pas forcément envie d'incarner le personnage tel quel, il y a différentes façons pour s'adapter à nos goûts. Donc là, vous trouverez, par exemple, vous pouvez vous baser sur les fanarts. Donc les fanarts, ce sont tous les dessins de fans qu'on peut trouver sur Internet. Donc on redessine un personnage un peu dans un autre univers ou quoi que ce soit. Donc on fait un personnage à notre façon, mais basé sur un dessin de fan. Donc ça peut être accepté en concours selon les catégories. Donc c'est l'appréciation des organisateurs. Ensuite, vous avez tout ce qui est les univers alternatifs. Donc là, vous avez par exemple, vous prenez un personnage très connu comme Batman par exemple, et là vous dites, il est en pleine apocalypse zombie, donc vous avez un Batman en zombie. Donc là, on va plus parler d'univers alternatif, c'est du cosplay, mais d'une certaine façon, c'est décalé. Ensuite, vous avez tout ce qui est création personnelle. Donc les créations personnelles, c'est vraiment vous qui choisissez le design, tout ce que vous voulez dedans. Vous voulez faire une princesse, un faune, vous faites ce que vous voulez. C'est vraiment libre de votre choix. Donc là, ça va être vraiment de la créa perso. Et par contre, c'est une catégorie qui est vraiment pas souvent acceptée en concours. Il faut vraiment défendre votre choix si vous souhaitez concourir sur scène. Et une autre catégorie qu'on retrouve parfois qui peut s'apparenter au cosplay, ça va être le GN, donc le grandeur nature. Ça va parler à ceux qui sont fans d'événements historiques. Donc ça va être surtout du médiéval, de l'heroic fantasy qu'on retrouve. Et là, souvent, de plus en plus, on en retrouve en convention. Donc ça se marie assez bien avec l'univers du cosplay aussi. Voilà. Et ce que je tenais à dire aussi, c'est que
le cosplay, on peut croire que, on va dire, j'ai pas le physique et tout ça. On peut incarner qui on veut, peu importe son âge, peu importe la couleur de peau ou son physique. Je connais même des chiens qui font du cosplay, ils adorent ça. Voilà, c'est un peu la mascotte de Manganax, donc tout le monde sait qui c'est dans l'association. Et ensuite, par exemple, si vous êtes une femme et vous voulez incarner un homme, dans ces cas-là, vous ferez du crossplay. Donc, vous cachez toutes les particularités physiques de votre corps féminin pour incarner amplement un homme. Donc, ça s'apparente au transformisme un peu. Et ensuite, inversement, vous êtes une femme. Vous voulez être une femme à tout prix et, je sais pas, vous prenez le personnage du Joker. Vous dites, bah, moi le Joker, je le veux pas en mec, je le veux en femme. Et bien vous le ferez en version féminine. Dans ces cas-là, ça sera du gender band. Et c'est des créations qui sont vraiment originales parce que les fans vont du coup vraiment montrer ce qu'ils préfèrent dans leur personnage, mais à leur façon. Donc vous voyez qu'on peut faire un peu de tout ce qu'on veut en cosplay, du moment qu'on respecte quelques règles. Et sinon, on dit clairement, on fait, ben moi je fais de la créa perso. Et voilà, mais après, tout le monde est libre de ses choix en cosplay, du moment qu'on respecte les autres et qu'on reste politiquement correct. Donc ce que je vous propose ensuite, pour continuer, c'est de vous montrer quelques participants qui ont bien voulu venir montrer leur costume. Excusez-moi. Voilà, donc j'ai quelques participants qui nous ont fait l'honneur de venir. Donc franchement, déjà, j'aimerais énormément les remercier d'avoir pris le temps en espace de même pas une semaine de bien vouloir venir. Donc il faut savoir qu'on a notamment une participante qui a fait son costume quasiment à la dernière minute. Voilà, donc qui a fait son costume presque en 2 semaines, donc c'est vraiment du boulot. Voilà, donc la première participante est issue d'un Ghibli, donc un long métrage d'animation japonaise. Alors c'est l'histoire d'une jeune fille qui est transformée en grand-mère de 90 ans et qui doit vivre dans un château qui se déplace. Demeure d'un mystérieux sorcier. Donc je vous demande d'accueillir Sophie du château ambulant. Donc aujourd'hui, Sophie est incarnée par Krabi Cosplay. Donc Krabi, il faut savoir qu'elle adore ce personnage de Sophie, parce qu'elle est un peu comme elle a un peu des airs de mamie sous des traits d'une jeunette. Et le truc, c'est que, n'ayant pas trop le niveau en couture, elle a préféré acheter son costume auprès d'une autre cosplayeuse, voilà, qui le vendait. Donc il faut savoir qu'on peut aussi acheter son costume. Mais dans ces cas-là, vous ne pourrez pas participer en concours. Donc c'est une des réglementations principales. Donc tout ce qui est acheté ne peut pas participer en concours. Désolée. Voilà. Je te remercie. Donc ensuite, partons à l'aventure aux côtés d'un charmant voleur qui a su séduire la plus longue chevelure de Disney. L'histoire ne s'arrête pas au dessin animé. Donc je vous présente le costume de Flynn Rider, ou plutôt d'Eugène Fitzherbert, dans la saison 2 de la série Réponse. Alors, il s'agit de Kira Cosplay. Donc il faut savoir que la partie la plus compliquée a été le haut, qui est un assemblage de 3 coloris différentes. Donc c'est un véritable puzzle. Voilà, fais-nous au défilé. Et l'épaulette qui a été faite sur un modèle d'un autre cosplay, issu d'un univers de Final Fantasy. Et il faut savoir que la matière première de l'épaulette, c'est de la mousse. Donc vous voyez, et ensuite ça devient tout dur. Voilà. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va aller voir un univers d'un manga très célèbre. Donc au sein de l'univers de Dragon Ball Z, nous retrouvons un mystérieux justicier masqué, un super-héros en collant et protecteur de Satan City. Merci d'accueillir Glad Sayaman. Alors, Charlie King nous présente son costume. Alors, il faut savoir que le casque, c'est à la base un casque de scooter qui a été trouvé dans un grenier. La visière a été faite avec un morceau de plexiglas. Étant fan de l'univers de Dragon Ball, il voulait absolument incarner un personnage
Mais ne sachant pas sur lequel se rabattre, il a décidé d'incarner ce super-héros qu'on voit assez rarement en convention, qui lui va très bien en plus, parce que c'est un costume plus adapté à sa morphologie. Voilà, donc on peut choisir un univers et puis choisir un personnage au sein de cet univers. Merci beaucoup. Et maintenant, j'aimerais vraiment que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour la jeune fille qui va venir, parce que pour moi, c'est un véritable coup de cœur en plus. Donc, je vous raconte un peu l'histoire de son personnage. Baby était un gentil animatronique servant des crèmes glacées. Suite à un dysfonctionnement, elle a causé un triste accident. Détruite, elle s'est reconstruite elle-même pour devenir Scrap Baby. Il vous faudra survivre 5 nuits entourée de Scrap Baby et de ses amis. Bienvenue à Scrap Baby de Five Nights at Freddy's. Voilà, alors j'aimerais juste dire un petit détail, c'est qu'elle a fait elle-même son costume et que la jeune fille qui se cache en dessous a que 13 ans. Et je trouve ça juste énorme qu'à 13 ans on fasse un costume de ce niveau-là, surtout quand c'est son tout premier costume. L'année prochaine, elle souhaite participer à un concours. Et franchement, je lui souhaite de tout cœur de gagner parce qu'avec un niveau pareil, c'est excellent. Donc, elle m'a dit que la pièce la plus difficile avait été la tête. Donc, elle est faite en mousse, c'est ça? Oui. Donc voilà, donc c'est que de la mousse d'assemblage. Qu'est-ce que tu as dessus? Tu as du... La forme clé aussi. De quoi? De la forme clé. Alors, moi je connais pas. Tu peux... De la forme clé. Voilà, ça consiste, c'est quoi? C'est de la pâte autodurcissante qui devient automatiquement de la mousse. D'accord, vous avez entendu? Oui. Voilà. Donc la preuve que même moi qui en fais depuis maintenant 2012, je ne connaissais pas tout. Voilà, donc c'est en suivant plusieurs tutos sur internet qu'elle en est arrivée à ce niveau-là. Et franchement, je lui dis un grand bravo. Voilà. Et je pense qu'on peut leur demander de revenir si vous voulez, une dernière fois. Désolée. Voilà, donc j'espère que vous en saurez un peu plus sur l'univers du cosplay et que ça donnera envie à certains de s'y mettre. Franchement, lancez-vous, peu importe votre âge. J'ai rencontré une dame un jour qui avait 60 ans qui s'est dit « j'ai adoré, franchement je l'y mets l'année prochaine ». Donc vous voyez, peu importe l'âge, il y en a une au Japon qui a 90 ans je crois. Donc c'est pour tout âge, pour tout l'univers. Donc je vous dis franchement, lancez-vous et faites-vous plaisir. Merci bien. Vous pouvez peut-être préciser qu'il y a une exposition dehors? Oui. Je ne sais pas. Et peut-être qu'on peut... Donc pour ceux que ça intéresse, il y a une petite exposition de photos, 3 costumes, dont un du château ambulant, donc le sorcier amoureux de Sophie. Voilà, donc un autre qui vient du manga Pandora Hearts, donc qui est la personne qui a fait ce costume, c'était seulement son 2e costume. Donc c'est une grosse robe noire et bleue. Et ensuite c'est un autre manga qui est très à la mode en ce moment, qui est My Hero Academia, mais dans une version Medieval Fantasy. Et vous aurez toute une collection de panneaux explicatifs, donc qui revenir sur les détails de ce que je vous ai expliqué, et quelques numéros de contact et d'informations sur Internet si vous avez besoin. Donc voilà, donc je reste dans le hall pendant quelques minutes aussi si vous avez besoin. Et je pense que c'est tout. Je vous remercie en tout cas d'avoir préparé cette animation. Merci beaucoup. Et merci à tous les participants d'avoir bien joué le jeu et d'être venus. Merci beaucoup. Et voilà, ça y est, on a fait le défilé. C'est bien. Atteignez bon. C'est tout bon. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie d'être venu à ces 2 séances, en espérant que ça se refasse. Donc, je remercie le cinéma de Pérorade. Et puis à une prochaine fois, avec plaisir. Super, merci beaucoup.